Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée au Rafale. Alors on va essayer de répondre à une question simple. Le Rafale est-il le meilleur chasseur au monde? C'est ce que l'on va essayer de développer dans cette vidéo. Alors le but c'est pas de revenir sur le choix de la Suisse du F-35 au détriment du Rafale. C'est de comprendre ce qu'est vraiment le Rafale, pourquoi il est si particulier, si unique justement dans le monde des avions de combat modernes, et surtout quelle est sa genèse, quelles sont ses capacités, ses avantages, ses inconvénients aussi, et de pouvoir vous donner une vue un peu plus objective de ce qu'est cet appareil qui équipe nos forces aériennes françaises. Alors tout d'abord, il faut comprendre qu'on ne peut pas parler du Rafale sans parler du Typhoon. Pourquoi? Parce que ces deux avions avaient au départ un destin qui était lié. Au départ, l'Europe et la France essayaient de construire un avion commun dans le but justement de remplacer la majeure partie de leurs avions et de faire face au bloc soviétique qui était à l'époque de la fin des années 70-80 le principal ennemi. Et donc on craignait de devoir déferler sur l'Europe de nombreux chasseurs et donc il fallait un chasseur pour pouvoir s'opposer à cette menace. La France avait des ambitions très différentes sur cet avion, puisque la France était régulièrement engagée en Afrique et la France n'a pas voulu un chasseur pur à l'instar des Européens. La France a voulu un chasseur polyvalent. Donc c'est là qu'est apparue déjà la première scission par rapport aux volontés des différents pays. Les Européens cherchaient à imposer, et surtout l'Angleterre, un chasseur, et la France voulait un appareil omni-rôle capable de faire toutes les missions. Sur le plan européen, les Européens donc cherchaient à remplacer, donc comme j'ai dit majoritairement, leurs chasseurs de supériorité aérienne. Donc les Anglais cherchaient à remplacer leur Tornado en version défense aérienne, la version ADV. Les Espagnols prévoyaient de remplacer leur F-18, leur F-18 Hornet. Les Allemands, leur F-4 Phantom, qui était leur avion de défense aérienne à l'époque. Les Italiens, le F-104 Starfighter. Et donc, ces quatre pays cherchaient surtout à remplacer ces types d'avions. Alors que la France, comme j'ai dit, voulait un avion omni-rôle avec l'avantage de remplacer tous les avions de combat actuellement en service dans l'armée de l'air. Et en effet, il y en avait pas mal, puisque on était encore sur une période où on avait des avions qui étaient dédiés à des missions particulières. Le Mirage 2000 dans sa version défense aérienne, mais également à l'époque dans sa version nucléaire, de bombardier nucléaire. Donc on voulait également que le Rafale soit capable d'effectuer les missions de pénétration et de dissuasion nucléaire. Le Mirage F1, qui était dans plusieurs versions, qui était un appareil chasseur au départ, mais qui a été transformé petit à petit en avion d'attaque au sol avec la version F1CT et en avion de reconnaissance. Donc on voulait aussi que le Rafale fasse les missions de reconnaissance. Le Jaguar, qui était un peu l'avion à tout faire en termes de bombardement dans l'armée de l'air, on voulait aussi que le Rafale remplace cette capacité du Jaguar et notamment la capacité de bombardement laser du Jaguar, qui était le seul à pouvoir faire du bombardement laser de jour à l'époque. Donc on voulait également cette capacité-là. Mais ce n'était pas seulement l'armée de l'air qui était concernée, on avait également la marine qui avait un besoin urgent de remplacer ces F-8 Crusader qui assuraient la protection du porte-avions. Les F-8 commençaient à être largement dépassés face à certaines menaces, donc il fallait un avion crédible pour pouvoir assurer la protection du groupe embarqué. Et également remplacer les super-étendards, qui étaient les bombardiers, de façon à doter la marine d'un seul et unique avion, et de préférence éviter d'avoir à acheter un avion américain.
Donc comme on peut voir, le choix de la France de disposer d'un avion capable de remplacer tous ces avions, pour l'époque, il était assez novateur. Le but qui était derrière tout ça, c'était justement de rationaliser les moyens et en ayant un seul et même type d'avion, de faire diminuer les coûts de possession, les coûts de maintenance et de rendre donc ainsi une armée plus efficace. Et on verra que à l'avenir, en fait, va donner raison à la France quant à ce choix, puisque l'Eurofighter, au final, n'a pas du tout été prévu pour être un bombardier au départ. Et il a fallu lui adjoindre ensuite, plus tard, des capacités de bombardement qui n'étaient pas du tout prévues. Et l'avion n'était pas conçu au départ, ce qui a posé quelques soucis pour intégrer ces capacités. De plus, le choix de vouloir concevoir un Eurofighter plus lourd pouvait handicaper la possibilité d'embarquer cet avion sur porte-avions, comme le prévoyait la France, et donc l'avion ne pouvait ne pas avoir les caractéristiques nécessaires pour ce genre de mission. Donc la France, rapidement, vu tous ces désaccords, a choisi de faire cavalier seul et de se lancer dans le Rafale. Alors à l'époque, ça a été assez décrié, puisque se lancer dans un nouvel avion, ça coûte cher, et la France se lançait toute seule dans la conception d'un avion de combat complexe et en assurer justement les coûts de développement toute seule. Donc pour les finances publiques françaises, cela représentait quand même un effort conséquent de se lancer toute seule dans ce projet, mais il ne faut pas voir que l'aspect économique dans tout ça. Concevoir un avion de combat de A à Z, c'est aussi s'assurer d'une indépendance technologique et de maintenir des connaissances, des capacités et des compétences uniquement dans la sphère nationale et d'être totalement autonome dans la conception, mais également dans la gestion de ce programme-là. Et ça, c'est une indépendance que la France, à laquelle la France est très attachée. Ce qui fait que on conçoit notre propre avion, on n'est pas dépendant des Américains pour ce que l'on va mettre dans notre avion, on va construire nos propres composants et on sera totalement autonome. Et ça, je dirais quelque part, ça n'a pas de prix. On va maintenant s'intéresser aux différentes versions et les standards qui ont été déclinés de l'avion. Je ne vais pas parler de la partie d'essai, notamment des prototypes, je vais aborder directement les versions de série. Donc, 3 versions ont été conçues du Rafale. Le Rafale C, qui est la version monoplace, le Rafale B, version biplace. Ces 2 versions étaient prévues donc, pour l'armée de l'air, avec la version biplace qui était plus destinée à des missions de bombardement complexes, puisque l'armée de l'air considérait à l'époque qu'avoir un deuxième membre d'équipage pour gérer les systèmes et la gestion tactique de l'environnement pouvait être un plus. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait des Mirage 2000D avec justement des navigateurs. Donc la majeure partie des avions commandés par l'armée de l'air sont des biplaces pour justement gérer ces missions de bombardement, notamment dans des environnements complexes. Et la 3e version, le Rafale M pour marine, qui est la version destinée à la marine. Alors les principales différences que l'on a avec la version armée de l'air, c'est un train d'atterrissage qui est renforcé pour pouvoir supporter les appontages et une crosse d'arrêt pour accrocher le brin d'arrêt sur porte-avions. Pour le reste, toutes les versions des Rafales sont strictement identiques, ce sont les mêmes standards. Alors actuellement on critique beaucoup le F-35 qui est en service avec des capacités très limitées. Il faut savoir que le Rafale est lui aussi entré en service avec des capacités limitées. Alors, bien moins limité que ce que l'on a eu dans le cas du F-35. Heureusement, les évolutions du Rafale se sont faites de manière beaucoup plus simple et efficace. Mais il faut savoir que la première version du Rafale, qui était le standard F1, était une version purement RR, c'est-à-dire pour assurer de la défense aérienne.
Pourquoi? Parce que dès le départ, la marine avait un besoin urgent de remplacer ses Crusaders et voulait avoir le Rafale le plus vite possible, quitte à avoir des capacités limitées. Et c'est pour ça que on a eu la première version du Rafale, le F1, qui était à capacité uniquement RR avec des missiles Magic 2 et Mika. Voilà. L'armée de l'air a attendu un peu plus jusqu'au moment où le standard F2 était disponible, et là c'est vraiment le premier standard, je dirais, multi-mission, puisque ça permettait d'emporter des missiles, mais des bombes également A2SM, qui sont en fait des bombes à guidage GPS, mais de fabrication française. Là aussi, on a voulu une totale indépendance par rapport à ces systèmes-là vis-à-vis des Américains. Des bombes GBU, donc ça c'est les bombes à guidage laser américaines, et des missiles Scalp, qui sont des missiles de croisière à capacité furtive, qui permettent de frapper à plusieurs centaines de kilomètres, et donc sans avoir à s'approcher trop près de la cible au risque de mettre en danger l'avion. Donc cette première version standard F2 a été introduite dans l'armée de l'air. Ça n'a pas été, ces deux standards, ça n'a pas été de tout repos également au début. L'avion a connu des problèmes de jeunesse, qu'on peut voir dans le cas du F-35, avec certes des conséquences bien moins lourdes financièrement et opérationnellement, mais on a quand même eu des défauts, notamment sur les Rafales marines. Ils avaient parfois des défaillances électroniques qui rendaient inopérants certains équipements, et notamment les horizons artificiels de secours, ce qui veut dire que dans des conditions où l'avion se retrouvait de nuit ou même dans les nuages, le risque était de ne plus avoir de référence pour piloter l'avion et donc de devoir s'éjecter. À tel point que pendant une certaine période, les marins imposaient le vol à 2 avions, afin que, en cas de panne de l'un des 2 avions, le deuxième puisse être en mesure de ramener l'autre avion. C'est-à-dire que l'avion en panne se mettait en patrouille serrée sur l'autre avion et il se laissait ramener au terrain. Donc il y a eu aussi des problèmes techniques comme ça. Le standard F2, il y a eu également quelques petits problèmes sur souvent les mises en route. Il y avait l'avion parfois un moteur sur 2 démarré. Alors ça a été réglé assez rapidement avec une mise à jour logicielle, parce que vous avez le standard F2.1, F2.2, vous avez plusieurs versions également de ce standard F2, et donc il y a eu des petites corrections logicielles qui ont permis de corriger justement ces problèmes-là. Donc tout avion dans sa jeunesse a des problèmes techniques, et le Rafale n'y a pas échappé. Heureusement, Dassault a été très proactif, ils ont rapidement réglé pas mal de problèmes, donc ça a permis à l'avion d'être rapidement opérationnel. Ensuite, vous aviez les standards F3, là aussi déclinés en plusieurs versions. Standard F3 qui a permis d'introduire la reconnaissance dans l'avion avec le pod ReconNG, et le missile nucléaire ASMP-A, qui est le missile utilisé pour la dissuasion nucléaire française. Avec le standard F3, le Rafale entrait pleinement dans la capacité omni-rôle pour laquelle il avait été conçu. Et cette capacité, elle est arrivée il y a un peu moins de 10 ans après la mise en service de l'avion. Donc vous voyez que l'avion a commencé à être en service avec une capacité limitée. Il a fallu quand même quelques années avant de voir arriver la pleine capacité de l'avion, ce qui est aujourd'hui le cas du F-35. Le F-35 met beaucoup de temps à obtenir cette capacité, et le F-35 est encore plus complexe que le Rafale. C'est pour ça qu'il a autant de problèmes. Alors après, il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres problèmes. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait dessus. Ensuite, vous aviez d'autres versions du standard F3, le F3.2, qui a introduit des bombes GBU-24, c'est des bombes guidage laser et GPS, et le pod Damoclès qui permet de guider les bombes laser avec une qualité d'image du capteur qui est bien meilleure, et d'avoir ainsi une meilleure précision. Le standard F3.3 qui rajoute des emports, mais également des systèmes de liaison de données. Alors déjà d'origine, le Rafale était conçu avec des liaisons de données telles que la liaison 16, Datalink, tout ça. Aujourd'hui, c'est quasiment standard dans la plupart des avions modernes. Mais vous avez des
petites mises à jour qui permettent à l'avion surtout d'interagir avec les autres pays, et notamment dans l'interopérabilité avec les autres pays, et d'échanger des informations avec, entre autres, des AWACS. Le standard F3 4+, donc là c'est plus une interface en machine et un radar AESA, c'est-à-dire un radar à antenne active. Donc d'entrée, le Rafale a été le premier avion européen à être équipé d'un radar à balayage électronique. Et au départ, c'était une antenne passive. Et puis aujourd'hui, on a des radars à antenne active et ça permet d'avoir une bien meilleure détection, une plus grande portée et une bien meilleure souplesse en fait dans l'agilité du faisceau radar, ce qui permet à l'avion d'être encore plus performant dans la détection aérienne. Le standard F3R, qui est actuellement en cours, va introduire le pod Talios, qui va remplacer en fait le Damoclès à terme, et le missile Météor qui va donner une portée accrue par rapport au missile Mika et donc de pouvoir engager des avions à très longue distance. Voilà. Et surtout, la capacité du Météor, c'est de pouvoir conserver de l'énergie suffisante pour pouvoir manœuvrer si la cible en fin de course essaie d'éviter le missile. Donc voilà les standards que l'on a actuellement, à savoir que le standard F4 qui est prévu va rajouter d'autres capacités. Alors il est en cours de définition, mais on sait déjà qu'on va avoir un viseur de casque qui est aujourd'hui assez répandu dans les avions de dernière génération. Ce viseur de casque était au départ prévu dans le Rafale, mais il n'a pas été choisi par l'armée de l'air, ni par la marine. Pourquoi? Est-ce qu'il fallait y voir une raison de coût, ou que la technologie n'était pas encore suffisamment mature, ou que le casque était encore trop lourd, parce qu'un casque trop lourd pour les cervicales du pilote, c'est pas forcément très bon lors des manœuvres de combat. En tout cas, cette capacité va être à nouveau introduite avec le standard F4. Alors d'autres capacités vont également arriver avec le standard F4, ça reste encore à définir, mais l'avion a encore une belle marge de progression. Ce qu'on voit dans le Rafale, c'est cette capacité d'être mise à jour en quelque sorte et améliorée en fonction du contexte. Et ça, c'est vraiment la grande force du Rafale par rapport notamment au Typhoon, c'est que l'avion, dès le départ, il a été conçu pour être amélioré dans le temps. Et donc de faire des mises à jour qui sont parfois des mises à jour uniquement logicielles, on change uniquement le software, et ça permet de rajouter des capacités sur des capteurs déjà existants. Donc ça, c'est vraiment une grande force du Rafale, de pouvoir avoir cette capacité d'évoluer dans le temps, et ça a été prévu dès le départ. C'est pour ça que le Rafale est prévu d'être maintenu en service pendant une durée relativement importante par rapport aux autres avions des générations précédentes. L'avion aujourd'hui maintenant, c'est surtout un vecteur, c'est-à-dire que avoir un avion qui a la meilleure manœuvrabilité, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Il faut avoir un avion qui a surtout des capacités qui lui permettent de faire face à la plupart des menaces à laquelle il sera confronté. Et le Rafale a été clairement conçu dans cette optique-là. Alors certes, il n'a pas de la furtivité comme on peut le voir sur le F-35, c'est peut-être un peu son seul défaut, on en parlera peut-être un peu plus en détail plus loin, mais pour tout le reste, c'est un avion qui est très homogène sur ses capacités, qui est fiable, qui est efficace, et qui est d'un prix de revient et de maintien en service qui est relativement abordable pour un avion qui permet de faire autant de choses. Sur cette image, vous pouvez voir une illustration de la capacité en armement du Rafale. Vous voyez qu'elle est très variée. Donc si on commence en haut, je ne vais pas tout détailler, mais vous avez le pod RocoNG, qui est vraiment le capteur de reconnaissance du Rafale. Vous avez également le panier Nounou, on appelle ça, qui est le panier de ravitaillement qui est utilisé par la marine pour pouvoir ravitailler les Rafales entre eux. Au niveau de l'armement RR, vous avez donc le Météor, ce nouveau missile, le Mika qui existe en deux versions, guidage radar actif et guidage infrarouge. Le guidage infrarouge sur un missile avec une portée aussi longue que le Mika, ça c'est assez
intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un missile qui n'émet aucune émission radar, donc c'est un missile qui ne sera pas détecté par l'adversaire. Donc ça peut être une capacité vraiment pratique, qui est utilisée notamment par les Russes, de pouvoir tirer un missile à guidage radar, mais également de tirer en même temps un missile à guidage infrarouge. Et ça permet donc d'augmenter les probabilités de coup au but. Si jamais le radar est brouillé, eh bien l'infrarouge, lui, ne sera pas brouillé. Donc, sauf par des leurres infrarouges, si l'avion en largue. Mais le pilote n'a pas moyen de savoir si un missile Mika a été tiré sur lui à guidage infrarouge. Donc ça, c'est vraiment une capacité qui est très intéressante, et le Mika est aujourd'hui vraiment le missile idéal pour le Rafale. Alors il n'a pas une portée aussi importante que le Météor, mais c'est vraiment un très très bon missile. Ensuite, vous avez le missile nucléaire ASMPA. Voilà. Le missile Exo 7, qui est un missile anti-navire, donc qui est surtout utilisé par la marine, qui permet d'attaquer donc les navires ennemis. Et on a très bien connu ce missile pendant la guerre des Malouines. Ils ont fait quelques dégâts sur les navires britanniques par les Argentins. Devant l'avion, vous avez le Scalp, qui est le missile de croisière furtif, qui permet de frapper des objectifs durcis et bien protégés. Le pot de Damoclès, juste sous le nez de l'avion, qui permet de guider les bombes laser. Et ensuite, en dessous, vous avez un panachage d'A2SM, puisque l'A2SM, on peut les équiper de différents types de guidage, mais également d'un petit moteur qui permet d'augmenter la portée de la bombe, de pouvoir la tirer à distance de sécurité. Donc ce sont des bombes à guidage GPS. Ensuite, vous avez les bombes à guidage laser, les fameuses GBU. Et les différents types d'emports. Vous voyez que vous pouvez emporter des bombes un peu plus légères, vous pouvez les emporter par groupe de 3. Ça, c'est aussi une capacité qui est intéressante pour le Rafale, de pouvoir emporter pas mal de bombes. Vous avez également des bombes classiques, comme on voit les MK82, MK83, voilà. Et des roquettes. C'est très peu utilisé aujourd'hui, les roquettes. Voilà. Un pot de canon qui est assez peu utile, sachant que toutes les versions du Rafale sont équipées de canons, à l'exception de la version biplace. Donc le pot de canon est plus destiné pour donner une capacité canon aux avions biplace. Et derrière, vous avez les bidons. Vous avez deux types de bidons qui sont possibles, qui permettent d'augmenter la capacité en carburant de l'avion. Alors Dassault a également testé des réservoirs conformes, c'est-à-dire des réservoirs qu'on monte sur le dessus de l'avion pour augmenter le rayon d'action. Pour l'instant, ça n'a pas encore été choisi par l'armée de l'air ni la marine ou par d'autres clients export, mais c'est une capacité qui peut permettre d'augmenter nettement le rayon d'action de l'avion, qui est déjà très important. Il faut savoir qu'un Rafale tient beaucoup plus en l'air en termes de temps qu'un Mirage 2000 de la génération précédente. Donc ça, c'est vraiment une capacité importante de pouvoir avoir un avion qui dispose d'une autonomie, d'un rayon d'action important. Et ça, à l'heure actuelle, hormis les F-15, il n'y a pas beaucoup d'avions qui ont une telle capacité à pouvoir intervenir en profondeur en territoire ennemi. Ça aussi, c'est vraiment une capacité qu'a le Rafale, que n'a pas ses concurrents actuels. Petite anecdote, le F-35 ne pourra pas embarquer de bidon externe sous les ailes. Ce projet a été tout simplement abandonné par le constructeur parce qu'apparemment ça posait des problématiques de structure. Donc le F-35 n'a aucune capacité d'augmenter son rayon d'action en emportant des bidons comme peut le faire le Rafale. On va parler à présent du radar du Rafale, le RBE2. Alors, il faut bien comprendre que dans les générations précédentes d'avions, on avait des radars à antenne mécanique, c'est-à-dire on bougeait l'antenne pour diriger l'antenne dans la direction qu'on voulait explorer. Dans le cas du Rafale, le RBE2, déjà la première version à antenne passive, il n'y avait plus de mécanisme pour bouger l'antenne. On avait une antenne plate et qui permettait de diriger le faisceau dans une direction ou dans une autre. Donc on gagnait également en rapidité pour pouvoir scanner une zone bien précise.
Avec le radar RBE2 à antenne active, c'est-à-dire AESA, on a en fait remplacé l'unique antenne, parce qu'avant on avait une seule antenne, une grosse antenne, et bien on l'a remplacé par de multiples capteurs, de multiples mini-antennes en fait. Et cette particularité permet justement de diriger le faisceau radar dans plusieurs directions en même temps, et donc d'avoir une agilité du scan qui est bien meilleure que sur les radars des générations précédentes. Alors, très peu d'avions sont actuellement équipés de ce type de radar, hein. Il y en a quelques-uns quand même aux États-Unis, le F-22 notamment, certaines versions du F-15 ont été modernisées avec ce type de radar. Ce sont vraiment les radars de dernière génération, et à l'heure actuelle en Europe, seul le Rafale est équipé de ce type d'antenne. Alors on a bien le Gripen qui devrait être équipé de ce genre d'antenne, mais pour l'instant c'est encore en phase de test. Le Typhoon également était très en retard dans ce domaine-là. Il y a un marché qui est en cours pour pouvoir doter le Typhoon de ce type de radar et de combler le retard qu'il a par rapport au Rafale. Mais le Rafale, là-dessus, il a une grande longueur d'avance. Alors, qu'est-ce que permet vraiment en fait ce type de radar? Quand vous voyez sur cette image, si vous avez deux avions qui approchent de vous, vous avez le volume de balayage du radar qui est en jaune. Vous voyez que si les avions sortent de ce volume-là, eh bien le radar ne peut pas les suivre. Ils sont obligés de rester dans cette zone-là. Donc, soit il va déplacer l'antenne vers le haut pour suivre l'avion qui va vers le haut, soit il va la déplacer vers le bas pour suivre l'avion qui va vers le bas. Mais il ne pourra pas suivre sur des radars d'ancienne génération les deux avions en même temps. La particularité du radar AESA, c'est que ça permet une agilité, comme je disais, dans le faisceau, et donc on peut continuer à scanner la zone en question, mais accorder des petits scans sur les autres endroits pour suivre les avions qui sont sortis de ce scan. Donc vous avez vraiment une souplesse qui vous permet d'observer un peu partout ce qui se passe tout en vous focalisant sur certains avions pour pouvoir faire la poursuite. Alors la poursuite, c'est important parce que ça permet de rafraîchir les données de la cible, parce que ça se déplace très vite, et de pouvoir guider le missile que l'on va tirer dessus. Ce que l'on voit sur ce dessin, la lame, c'est la liaison avion-missile. Eh bien en fait, le radar va guider le missile jusqu'à qu'il arrive à une certaine distance où il va pouvoir détecter lui-même sa cible et être autonome. Donc ça, c'est une fonction qui est très utile pour le radar, mais il faut savoir que vous avez la possibilité d'utiliser ce guidage des missiles et donc d'obtenir la position de l'avion, pas seulement avec le radar. Vous pouvez l'obtenir également par liaison de données avec la liaison 16. Le Rafale peut très bien être radar éteint et obtenir une position de la part d'un AWACS, tirer un missile sur cette position qui est donnée par l'AWACS et rafraîchir les données par rapport aux données qui lui sont envoyées par l'AWACS. Et surtout, ça permet d'être discret et donc de faire en sorte que l'ennemi ne détecte pas les ondes radar du Rafale, puisque le radar serait éteint, et ça permet d'être discret. Donc c'est une forme de furtivité. Donc voilà, le radar RBE2, il est vraiment en avance sur son temps par rapport à plein de choses là-dessus. Mais pas seulement, c'est un radar qui permet aussi de faire du suivi de terrain, chose qu'on faisait avec le Mirage 2000, le 2000D, 2000N, mais avec une particularité supplémentaire, c'est que auparavant, le radar des Mirage 2000 devait scanner droit devant et donner des ordres au pilote s'il fallait monter ou descendre pour pouvoir suivre le relief. Là, l'avantage, c'est que le radar il a une telle agilité de fréquence et une telle rapidité de calcul qu'il peut non seulement regarder devant, mais également sur les côtés et faire également du suivi de terrain en latéral pour épouser le relief avec des changements de cap, chose qu'on ne pouvait pas faire avec les autres avions auparavant. Et en plus, tout en faisant ça, eh bien, le radar il va pouvoir continuer à surveiller ce qui se passe dans le ciel et voir s'il y a des avions ennemis qui approchent. Ça, on ne pouvait pas le faire avant. C'est-à-dire que le radar, il n'était consacré qu'au suivi de terrain, il ne pouvait pas faire du suivi de terrain et surveiller l'espace aérien au-dessus. Donc, vous avez cette capacité qui est quand même assez unique dans le Rafale pour pouvoir faire des missions de pénétration basse altitude. Alors le but des missions de pénétration basse altitude, c'est de pouvoir échapper à la détection radar. Il faut savoir qu'un radar ne pourra pas voir derrière, par exemple, une colline. Donc si vous vous cachez derrière la colline,
à basse altitude, vous ne serez pas détecté par le radar ennemi. Si vous évoluez à haute altitude, là vous avez plus de chances d'être détecté. Donc le but du vol à basse altitude, c'est justement d'échapper à la détection et d'arriver sur la cible en ayant été détecté, soit pas du tout, soit le plus tard possible. Donc c'est vraiment le gros intérêt du vol à très basse altitude. Et ça, pour ça, le Rafale est équipé d'un radar qui lui permet de faire ceci en totale autonomie. Alors, bien entendu, vu que ça émet des ondes radar, si on a des capteurs qui détectent les ondes radar, il y a un risque que le radar soit détecté, néanmoins. Mais c'est quand même une capacité qui est totalement autonome. Autre capacité très utile du RBE2, c'est la possibilité de faire ce qu'on appelle du mapping, donc de la cartographie radar. En fait, le radar va se concentrer dans une portion en fait, de sol pour essayer d'obtenir une image radar extrêmement précise du terrain. Et comme vous pouvez le voir sur cette image, eh bien vous avez, en fonction des matériaux sur lesquels vont se réfléchir les ondes radar, vous allez avoir une image en ton de gris, bien sûr. Plus le matériau est réfléchissant, plus il sera brillant. Et donc vous allez avoir la possibilité d'avoir une image qui ressemble en fait à une photo, mais qui est en fait une image radar. Et en ayant une image précise d'un objectif que vous voulez frapper, si vous êtes par exemple sur un objectif de l'aéroport qui est là, que vous voulez frapper un bâtiment bien précis, eh bien vous allez pouvoir avoir une image bien précise du terrain, de pouvoir placer le curseur de verrouillage au bon endroit et de larguer les bombes sur les coordonnées de l'objectif que vous avez désigné sur cette cartographie. Donc ça, cette capacité-là, elle est également très très utile dans la phase de bombardement. Alors bien entendu, ça émet des ondes radar, c'est pas discret, on peut détecter les ondes radar. Ça oblige à être à moyenne ou haute altitude, mais c'est quand même une capacité qui est très très intéressante pour faire du bombardement précis. Dernière capacité très intéressante du RBE2, c'est sa capacité à pouvoir travailler en agilité de fréquence. Pourquoi? Parce qu'auparavant, vous aviez un radar qui travaillait sur une seule fréquence, et par mode, si vous aviez un mode, il fonctionnait sur telle fréquence, un autre mode sur telle autre fréquence, c'était toujours un peu la même fréquence, ce qui veut dire que du point de vue du brouillage électronique, enfin électromagnétique, si vous connaissiez la fréquence de travail du radar que vous vouliez brouiller, eh bien ça devenait très facile de le brouiller. L'avantage que l'on a maintenant, c'est de pouvoir utiliser des radars avec le RBE2 qui travaillent sur plusieurs fréquences, qui va entrelacer en fait différents types de fréquences, différents modes, de façon à ce qu'en fait il va avoir une image qui sera décrite avec plusieurs fréquences de travail. Et ça va rendre le brouillage beaucoup plus difficile. C'est que si vous brouillez une fréquence en particulier, eh bien ça aura peu d'impact sur la détection puisque le radar aura obtenu une autre image avec d'autres fréquences qui, elles, ne seront pas brouillées. Et le radar va changer continuellement de fréquence, ce qui rend ainsi le brouillage beaucoup plus difficile à faire. Ça, c'est une capacité que l'on a dans les derniers radars, et notamment les radars à balayage électronique à antenne active notamment, sont beaucoup plus on va dire, résistants à ce type de brouillage. Donc ça, c'est aussi un des gros points forts du Rafale. Alors, il y a des capacités qui sont en cours de développement qui permettent d'utiliser les radars à antenne active pour faire du brouillage et brouiller une zone bien précise en dirigeant la puissance d'émission dans cette direction. Pour le RBE2, à ma connaissance, ça n'est pas encore utilisé, mais ce n'est pas impossible qu'à l'avenir, ce genre de fonction soit implémenté dans le cadre du brouillage offensif. On va à présent parler de l'OSF, l'Optronic Sector Frontal. Ce sont les deux protubérances que vous avez à la base de la verrière de l'avion, là, au-dessus du nez. C'est un équipement qui peut être extrêmement utile, notamment pour la détection passive. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ça.
Donc vous avez deux capteurs en fait, une boule qui est en fait un détecteur infrarouge, donc qui va permettre de détecter notamment par exemple la chaleur d'un moteur d'un avion à grande distance ou la chaleur de la masse métallique d'un avion par rapport au fond du ciel qui est beaucoup plus froid, et ça va assurer une détection en automatique et sans utiliser le radar. Ça va également utiliser avec un télémètre donner une distance, un télémètre laser qui va donner la distance de la cible. Auparavant, pour avoir la distance de la cible, on avait besoin du radar. C'est le radar qui faisait cette télémétrie. Mais avec cette boule infrarouge, on va pouvoir également faire une mesure de distance sans même utiliser le radar. Donc on va utiliser un laser. C'est pour ça que de plus en plus les avions de combat sont équipés également de détecteurs laser, justement pour essayer de détecter ces tentatives de mesure de distance par des avions, mais également par des missiles solaires au sol. À côté de cette boule, vous avez une caméra, qui est ni plus ni moins qu'une caméra TV, qui va permettre d'obtenir une image de la cible, du moins dans la direction où on regarde. Et ça peut être très pratique parce que si le radar détecte quelque chose, il va transmettre directement la position à la caméra qui va pouvoir être braquée dans cette direction et ainsi verrouiller l'objet qui est actuellement verrouillé par le radar. Mais également la boule infrarouge, si elle détecte quelque chose, elle va pouvoir asservir la position qu'elle a détectée à la caméra pour faire une identification visuelle. Cet équipement, il est très pratique pour permettre au pilote d'identifier visuellement l'appareil qu'il peut avoir en face. Et notamment dans des missions de police du ciel, quand on faisait des interceptions, de pouvoir demander au pilote, à l'avion, le pilote du Rafale, quel est le type d'avion qu'il peut voir. Et bien avec cette boule optronique, ça permettait de faire une identification visuelle à longue distance. Alors, tout ça est généralement classifié. Grosso modo, suivant le type d'avion, à une vingtaine de nautiques, on pouvait arriver déjà à voir quel type d'avion il s'agissait. Donc, ce qui est quand même très pratique, parce que sans ça, le pilote est obligé de se rapprocher et donc d'identifier visuellement l'avion, et donc se rapprocher, le risque c'est de se mettre en danger si c'est un avion hostile. Là, à une vingtaine de nautiques, on peut déjà voir grosso modo le type d'avion auquel on peut avoir faire face. Et quand ça se rapproche, on peut même voir ce que l'avion il a sous les ailes. Est-ce qu'il a des missiles? Est-ce qu'il a des bombes? Et ça, c'est quand même très très pratique. Alors vous avez plusieurs niveaux de zoom, on voit sur cette première image, vous voyez donc un Rafale qui est verrouillé, et vous avez sur le côté droit, vous avez 6 niveaux de zoom, je pense que ça doit correspondre à ça, qui permettent de zoomer. Alors cet équipement c'est très pratique, à la seule condition qu'il n'y ait rien entre l'avion et la cible. Si vous avez un nuage, forcément le nuage il va vous masquer la cible, vous ne pourrez pas le voir. Donc ça a aussi ses limites. L'autre possibilité, c'est sur cette caméra, c'est d'avoir une image infrarouge. Là, on le voit sur cette image-là, vous avez une image infrarouge de la cible, et ça peut être très pratique. C'est vraiment une capacité de détection très utile. On a également cette image-là où on voit qu'on a un Rafale et un Mirage 2000 en patrouille. Donc voilà l'OSF, à quoi il sert, c'est surtout un moyen d'identification, mais également un moyen de détection qui vient en complément du radar. Alors, particularité du Rafale, c'est que il fait appel à ce que l'on appelle la fusion des capteurs. C'est-à-dire que vous avez un calculateur qui va regrouper toutes les infos recueillies par le radar, toutes les infos recueillies par l'OSF, et il va fusionner toutes ces informations-là. Et en plus, il va venir fusionner les informations en provenance d'autres avions par rapport, par exemple, à une détection liaison 16 qui est envoyée par un AWACS, mais également un Rafale qui, avec son radar, a détecté quelque chose, va pouvoir l'envoyer par liaison de données à un autre Rafale qui, lui, est radar éteint. Et toutes ces informations-là vont être fusionnées par le calculateur de façon à présenter sur les écrans au pilote une information qui est la plus complète possible. C'est justement cette fusion des données qui pose tant de problèmes au F-35, parce que le F-35,
dispose de énormément de capteurs et la masse de données est colossale, ce qui fait que ça rend la fusion beaucoup plus complexe. Il cherche à faire quelque chose qui est extrêmement complexe. Sur le Rafale, cette fusion de données, c'est vraiment une force de l'avion. Et c'est vraiment un argument de vente qui est vraiment très important, puisque c'est à l'heure actuelle certainement l'avion au monde qui réussit le mieux la fusion des données. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont la France peut vraiment être fière d'avoir fait un matériel qui fonctionne aussi bien et qui est aussi efficace. On va maintenant aborder le Spectra, c'est-à-dire système de protection et d'évitement des conduites de tir du Rafale. Alors il y a un domaine dans lequel la France est assez peu connue et pourtant elle a un réel savoir-faire, c'est le domaine de la guerre électronique. Eh bien le Rafale a été équipé d'une suite électronique qui permet justement de protéger l'avion de tout un tas de menaces. La particularité des avions français, c'est que déjà depuis le Mirage 2000, même auparavant, les capteurs étaient souvent embarqués à bord de l'avion et intégrés dans la cellule, alors que la plupart des avions américains, jusqu'à il n'y a pas non plus très très longtemps, étaient équipés souvent de dispositifs de brouillage qui étaient en nacelle que l'avion devait emporter sous l'avion, sur un point d'emport, alors que les équipements français sont souvent directement intégrés dans l'avion sans qu'il y ait besoin d'emporter une nacelle supplémentaire. Et le Rafale, lui, franchit un grand cap dans ce domaine-là, puisqu'il va couvrir l'ensemble des spectres de menaces auxquelles le Rafale peut être confronté. Vous avez des menaces électromagnétiques, donc les menaces radar, les menaces infrarouges, les menaces laser. Donc tout ça est couvert par le Spectra de façon à assurer la détection des menaces, mais également un moyen de brouillage ou de leurrage. Donc, sur le Rafale, vous avez différents protubérances que vous pouvez voir là. Vous avez notamment devant un détecteur laser, je disais le laser qui est utilisé pour faire de la télémétrie lorsque le radar est éteint. Eh bien, si vous détectez un objet qui vous fait une mesure laser, ça vous permet de détecter une menace que vous n'avez peut-être pas détectée visuellement ou par le radar. Donc déjà, ça permet d'attirer et d'avoir une direction éventuelle d'où vient cette menace. Ensuite, vous avez des détecteurs radar, ce qu'on appelle les Radar Warning Receiver, RWR. Donc là, ça permet de détecter une émission électromagnétique d'un radar, de pouvoir l'identifier à partir d'une base de données et de pouvoir avoir la direction de provenance de cette menace. Et ces informations-là vont notamment être corrélées avec les informations de détection radar pour essayer de voir si cette provenance de radar ne colle pas avec une cible qui est détectée par l'OSF ou par le radar et ainsi de pouvoir identifier peut-être le type d'avion qui émet ce type de radar. Ensuite, vous avez donc tout un tas de dispositifs qui permettent de larguer des leurres. Donc les flares, ce sont des leurres pour leurrer les missiles infrarouges, et les chaffs, ce sont des leurres à paillettes pour leurrer les radars. Ensuite, en haut de la dérive, vous avez un MAWS, Missile Approach Warning System. C'est un système de détection de tir de missiles. Lorsque vous avez un missile qui va être tiré, eh bien, on va pouvoir détecter la chaleur de la roquette qui a allumé le missile. Et donc, ce genre de système permet de détecter en fait le départ du missile et d'avoir une direction du départ du missile. Après, vous avez des brouilleurs. Donc, vous avez un brouilleur à l'arrière, un brouilleur vers l'avant. Là, vous voyez devant les canards. C'est ce qui permet de brouiller les radars ennemis. Donc, tous ces équipements permettent en fait d'assurer une couverture à 360 degrés de l'avion pour avertir le pilote des menaces auxquelles il peut être confronté à l'instant T. Le gros avantage justement du Rafale, j'ai dit justement tout à l'heure, c'est la fusion des capteurs. Et bien le Spectra va également être utilisé pour la fusion des capteurs
et essayer de corréler toutes les informations dont il dispose pour donner l'information la plus pertinente possible au pilote. Quand on compare le Rafale avec le F-35, la première chose qui saute aux yeux, c'est que le F-35 est furtif et pas le Rafale. Ce n'est pas tout à fait exact. Alors dans le cadre du Rafale, on ne va pas vraiment parler de furtivité, on va plutôt parler de discrétion, comme le dit Dassault. Je pense qu'ils sont plus dans le vrai. En effet, la forme de l'avion n'est pas du tout furtive. Elle est définie de façon à permettre au Rafale d'avoir une excellente manœuvrabilité. On va parler après de la manœuvrabilité. Mais Dassault a quand même pris en compte pas mal d'éléments qui permettent de réduire la signature radar du Rafale. Tout d'abord, le premier élément, ce sont les entrées d'air du Rafale. Quand vous regardez l'entrée d'air du Rafale, première chose que vous pouvez noter, c'est qu'on ne voit pas les aubes de turbine du moteur, comme dans la plupart des anciens avions. En effet, les aubes de turbine du moteur sont une partie qui réfléchit énormément les ondes radar quand l'avion est de face. Et ça permet même, pour vous dire, en fonction du nombre d'ailettes de turbine que l'on a dans l'avion, ça permet à certains radars de déterminer quel est le type de moteur et donc d'identifier le type d'avion lorsqu'on est en face à face. C'est ce qu'on appelle le NCTR, Non-Cooperative Target Recognition. Donc dans certaines conditions, en face à face, si votre radar voit les ondes de turbine, il y a la possibilité, avec le retour des écho-radars, d'identifier l'avion que vous avez en face. Donc si vous masquez ces aubes de turbine qui réfléchissent énormément les ondes radar, eh bien déjà vous diminuez fortement la signature électromagnétique de l'avion de face. Et le Rafale, en effet, il est surtout étudié pour être, on va dire, plus discret, avoir une signature radar plus faible de face. Pourquoi de face ? Parce que c'est quand vous attaquez un ennemi, vous lui faites face. Donc autant lui montrer le profil qui est justement avec la signature radar la plus faible. Ce que vous remarquez à l'intérieur de l'entrée d'air, vous voyez des espèces de formes en dents de requin, ou dents de scie. Et en fait, ces formes-là, c'est des formes qu'on va retrouver à plusieurs endroits de l'avion et qui permettent de réfléchir moindre les ondes radar. Si vous utilisez des formes planes, comme vous voyez sur ce dessin, vous réfléchissez directement les ondes radar. Par contre, si vous utilisez des formes en dents de scie comme ça, eh bien, ça vous permet de réfléchir les ondes radar dans plusieurs directions et de faire en sorte que ce qui va revenir à l'antenne du radar émetteur sera avec une quantité d'énergie moindre et donc on va diminuer la signature radar. Sur le Rafale, eh bien, vous trouvez à plusieurs endroits ces systèmes en dents de scie. Vous voyez que sur ce dessin-là, j'ai fait apparaître ce que l'on voit visuellement. Vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Ces dents de scie, elles sont très efficaces donc en frontal, si vous avez donc une vue de face, et également vers le sol. Donc ça permet de diminuer la quantité d'énergie électromagnétique qui est réfléchie par le Rafale. Alors ça ne rend pas l'avion furtif complètement, mais ça va permettre de le rendre moins détectable à grande distance. Et ça peut être un avantage tactique en combat qui est non négligeable. Si votre avion, au lieu d'être détecté à 60 nautiques, il est détecté qu'à 50 nautiques, eh bien ça peut déjà faire la différence en combat. Donc, quand on voit le Rafale, ce n'est pas un avion furtif, mais c'est un avion qui est étudié pour être néanmoins discret dans certaines positions. La manœuvrabilité du Rafale. Alors, bien sûr, c'est ce qui fait merveille dans les meetings aériens.
Mais il ne faut pas perdre de vue que la manœuvrabilité, c'est quand même quelque chose d'essentiel en combat pour pouvoir prendre l'ascendant sur son adversaire. Et pour cela, le Rafale, il a ce qui est considéré actuellement aujourd'hui comme la configuration idéale, c'est-à-dire l'aile delta associée à des plans canards. Alors l'aile delta, c'est cette forme d'aile triangulaire qu'on retrouvait déjà sur le Mirage 2000. Cette aile, elle a été optimisée et on a ajouté des plans canards. Ce sont ces petites ailettes que l'on a sur le devant d'avion. Alors cette formule aérodynamique, on la retrouve également sur son concurrent, le Typhoon. Mais avec les plans canards qui sont disposés non pas juste devant les ailes, mais sur le nez. Alors la particularité du Typhoon par rapport à ça, c'est que ces plans canards vont avoir une efficacité à cabrer l'avion qui sera bien plus brutale que sur le Rafale. Donc la capacité en virage instantané du Typhoon par rapport au Rafale, on peut déjà dire qu'elle est certainement bien meilleure. Alors après ça se joue pas forcément grand chose. Pourquoi Dassault a opté de mettre les plans canards à cet endroit-là et non pas sur le nez, comme sur le Typhoon? Eh bien pour pouvoir permettre au filet d'air de raccrocher plus facilement sur l'aile. En fait, les plans canards vont aider à améliorer la portance globale de l'aile delta. Et ça, c'est une caractéristique qui est très utile, notamment pour les phases d'appontage, et ça permet d'obtenir des vitesses d'atterrissage qui sont bien plus faibles. Et quand on a des vitesses d'atterrissage bien plus faibles, ça permet de se poser sur le porte-avions à des masses justement un peu plus élevées avec de l'armement qui reste encore sous les ailes, mais ça permet également au sol, sur une piste, d'atterrir sur des très courtes distances. Donc vous voyez que le choix de la formule aérodynamique entre le Typhoon et le Rafale, c'est un choix de conception en fonction de ce que l'on veut que l'avion soit capable. Pour avoir une bonne manœuvrabilité, il est important également d'avoir des moteurs relativement puissants. Et les moteurs du Rafale ne sont pas forcément ce qui se fait de plus puissant, puisqu'on a 2 fois 7 tonnes de poussée à pleine post-combustion. C'est en comparaison la même poussée qu'un Mirage F1. Sauf que le moteur du Rafale, il est 2 fois plus petit, il est 2 fois plus léger que le moteur du Mirage F1 pour vous donner une idée des évolutions techniques qui ont été réalisées dans ce domaine. Et en termes de consommation également, celle-ci a été nettement améliorée. Alors on a 2 fois 7 tonnes de poussée sur le Rafale, par contre sur le Typhoon on a 2 fois 9 tonnes, on a un avion qui est donc plus lourd, qui est plus puissant. Le Typhoon a une capacité d'accélération qui est néanmoins un peu plus importante que le Rafale, mais en même temps c'était un chasseur pur, donc c'est normal que les concepteurs du Typhoon aient choisi de privilégier ces options-là. Néanmoins, le moteur du Rafale est très économe, il est efficace, en coût d'entretien il y a eu des problèmes au début, mais maintenant on a un moteur qui a une très très bonne durée de vie. C'est vraiment une association parfaite. Alors bien sûr, les pilotes essaient de pousser pour avoir une version d'un moteur à 9 tonnes. Pour l'instant, ça n'est pas prévu. Si on veut un moteur plus puissant, ça veut dire qu'il faut un moteur qui fonctionne à des températures plus élevées et ça empiète un peu sur la durée de vie du moteur. Donc pour l'instant, il n'est pas prévu de version plus puissante du moteur M88. On va parler à présent un peu de la concurrence à l'export et on va passer en revue quelques avions. On va commencer par le Gripen. Le Gripen, un avion très proche de la configuration du Rafale avec une aile delta, des plans canards disposés
de manière assez similaire au Rafale, mais qui est monomoteur et qui est bien plus petit. C'est vraiment un avion qui est relativement petit, mais du point de vue des qualités de manœuvre, c'est un avion qui est très manœuvrant, qui est vraiment très bien fini, qui est également multi-rôle, à la différence du Typhoon. Et les Suédois ont fait vraiment un superbe petit avion. Alors oui, je trouve que cet avion est très très bon. D'ailleurs, c'est l'avion qui avait été initialement choisi par la Suisse avant d'être annulé. Alors que quand on regarde les caractéristiques de cet avion, il est idéal pour un pays comme la Suisse. Il fait tout, il est petit, il est moins cher d'entretien certainement qu'un Rafale, parce que déjà il y a un moteur en moins. Mais c'est un avion qui est bon à tout faire. Alors c'est un avion qui n'a pas une capacité d'emport énorme, vu la taille des ailes qui sont assez faibles, son poids qui est un peu plus léger, mais c'est vraiment un très très bon avion. Et au niveau de l'export, il n'est pas tout à fait dans le même niveau que le Rafale. Le Rafale est quand même un cran au-dessus en termes de rayon d'action, en termes de capacité d'emport, mais qui toutefois n'est pas aussi poussé en termes de fusion des capteurs, en termes de performance radar que le Rafale. On passe à la concurrence américaine avec le F-18 Super Hornet, une évolution du F-18 sous stéroïdes, puisqu'il a été bien grossi. Des moteurs plus puissants, une charge à l'air supérieure, bref, on a fait d'un avion qui était déjà un bon petit camion à bombe, un avion qui est un plus gros camion à bombe. Étonnamment, l'avion remplace le F-14 Tomcat qui était un chasseur pur, alors que les performances intrinsèques de l'avion font qu'il est surtout destiné à du multi-mission. Il n'a pas forcément une manœuvrabilité aussi importante que le F-18 qui était plus léger, la première version, mais il a quelques caractéristiques un peu plus discrètes, notamment les entrées d'air qui sont modifiées pour diminuer la surface équivalente radar de l'avion. Mais c'est un avion qui est gros, qui est lourd, qui est quand même, en termes de masse, un cran au-dessus du Rafale, qui est quand même plus léger. Maintenant, c'est un avion qui est quand même apte à faire tout un tas de missions, des missions RR, des missions air-sol, et il a, je trouve, un avantage par rapport au Rafale, c'est qu'il a une version de guerre électronique. Et ça peut être un argument de vente à l'export que n'a pas le Rafale. Le Rafale, ce qui lui manque, à mon sens, c'est cette capacité de suppression des défenses antiaériennes ennemies avec des missiles anti-radar ou du brouillage offensif. Là, on a une version de l'avion qui est dédiée au brouillage offensif pour l'armée américaine. Donc ça reste quand même un très bon avion, mais en termes de manœuvrabilité, on voit quand même que dans les manœuvres, il est plus lourd, plus pâteau, même s'il a une capacité à cabrer qui est quand même assez impressionnante. Le Rafale est également en concurrence avec le F-18 Super Hornet en Finlande actuellement. La décision est attendue dans le courant de l'année. La Finlande qui est déjà équipée de F-18 Hornet, qu'elle prévoit de remplacer. La proposition des Américains est donc du F-18 Super Hornet, mais également la version Growler pour le brouillage électromagnétique. Et je pense que la Finlande pourrait pencher pour le F-18, on verra si l'avenir me donne raison ou pas, mais le F-18 Super Hornet, déjà c'est un avion qui est connu par la Finlande, et la capacité de brouillage, vu la proximité de la Russie, je ne serais pas surpris que la Finlande opte pour le F-18 Super Hornet. Maintenant, on verra. On passe au F-35, alors on en a beaucoup parlé récemment avec la Suisse. Le F-35 est selon moi l'avion qui est le seul
on va dire, un peu supérieur au Rafale du point de vue des capacités opérationnelles qu'il envisage d'apporter sur le champ de bataille. Le problème, c'est que actuellement, il n'est toujours pas fini. Il y a énormément de problèmes de maintenance, de problèmes de conception, de problèmes de qualité. Enfin, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Bref, en termes de manœuvrabilité pure, le Rafale est clairement au-dessus du F-35. Le F-35, la manœuvrabilité, c'est pas son fort, même s'il a quand même un moteur assez puissant, l'avion est quand même assez lourd, mais il a une capacité de manœuvre qui est suffisante pour un tel avion. Maintenant, ça n'est pas son domaine de prédilection. Le but, c'est d'utiliser la furtivité, de ne pas se faire voir, de tirer et de dégager. Donc, c'est pas du tout le même concept. Par contre, il introduit ce concept de furtivité qui est ce qui manque un peu au Rafale, ça c'est clair. Mais la furtivité ne fait pas tout. Et je pense qu'à l'avenir, certaines formes de furtivité dans certaines bandes de fréquences eh bien, risquent d'être mises à mal par l'évolution des technologies des radars. C'est-à-dire que la furtivité, elle est très pratique si vous voulez être invisible vis-à-vis de certains radars, mais le problème c'est que vous ne serez pas invisible vis-à-vis des détecteurs infrarouges. Donc la furtivité, selon moi, elle peut avoir une utilité dans certains champs de bataille où l'opposition des missiles solaires peut être très importante, où la chasse adverse peut être assez dangereuse, mais dès l'instant où vous avez acquis la supériorité aérienne sur le champ de bataille, la furtivité, elle n'a plus aucun intérêt. Le problème avec le F-35, c'est qu'elle se paye au prix fort et on ne sait pas encore jusqu'où elle va continuer à se payer tant les dérives budgétaires de ce programme sont énormes. Néanmoins, sur la concurrence internationale, ben c'est surtout l'influence politique américaine qui réussit à faire vendre cet avion. Et là-dessus, le Rafale, il n'a pas beaucoup d'armes à opposer puisque c'est uniquement du politique. Le Typhoon, on en a déjà un petit peu parlé dans la vidéo. Longtemps considéré comme le concurrent direct du Rafale, en fait, ça n'est pas vraiment un concurrent direct. Il est quand même très en dessous du Rafale sur pas mal de choses. Alors pour un pays qui cherche un chasseur pur, alors oui, le Typhoon peut être un bon concurrent du Rafale, puisqu'il est, on a dit, il est un peu plus manœuvrant, un peu plus puissant, mais si on recherche un avion davantage polyvalent, eh bien c'est là que justement ça se gâte. L'avion n'était pas du tout prévu pour être un bombardier, sauf que devant la baisse des crédits militaires, eh bien, certains pays ont été obligés de lui adjoindre certaines capacités, notamment de bombes laser, mais la capacité d'emport est quand même relativement faible. Il y a également des capacités de missiles de croisière, mais ça n'est pas un avion polyvalent comme peut l'être le Rafale. De plus, l'avion à l'achat est plus cher que le Rafale, donc ça ne se justifie pas forcément, sauf si bien sûr il y a des compensations financières et économiques, ce qui est souvent le cas dans des contrats d'armement. Mais en tout cas, sur la plupart des missions, le Rafale est quand même un cran au-dessus du Typhoon, mais tout dépend après de ce que le pays acheteur va vouloir privilégier. Attention à ne pas vendre les plumes du faucon avant de l'avoir tué, parce que le F-16 a encore plus d'un tour dans son sac. Les dernières versions qui sont proposées par les Américains sont des versions améliorées du F-16. Alors on n'est pas au niveau de la version qui a été vendue aux Émirats Arabes Unis, qui est vraiment le bloc 70. C'est vraiment la version ultime du F-16. Les Américains proposent une version un peu moins ambitieuse, mais quand même très bien équipée, avec radar à balayage électronique avec antenne active, des suites de guerre électronique très bien développées. Et c'est un avion qui a fait ses preuves, c'est un avion qui est rentabilisé au niveau de la cellule. Bref, cet avion est peut-être vendu justement à des prix
relativement bas. Et donc pour certains pays qui ont moins de budget pour pouvoir s'acheter des avions très évolués comme le Rafale, ben, le F-16 peut être une très bonne affaire encore. En conclusion, ce qu'on peut dire du Rafale, c'est que c'est quand même un formidable avion. C'est le meilleur avion que la France a jamais fait, vraiment sur tous les plans, que ce soit aérodynamiquement, que ce soit au niveau des systèmes, au niveau des capteurs. L'avion est très en avance sur son temps, c'est un avion qui remplit parfaitement sa mission au sein des forces armées françaises. Il est polyvalent, il fait tout ce qu'on lui demande. Du point de vue de l'entretien, même si ça reste un peu plus cher que de la génération précédente, c'est un avion qui a réussi, ça il faut le dire, qui a réussi à maîtriser un budget contenu, et tout ça de manière totalement autonome par la France. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dès l'instant qu'on vend des Rafales à l'étranger, c'est 100% de retombées au niveau national, puisque c'est un avion qui est 100% français. Et ça, c'est quand même un argument important. C'est vendre des avions de combat, c'est pas rien, c'est surtout politique. Mais du point de vue économique, ça fait travailler quand même tout un pan de notre industrie, et une industrie à très forte valeur ajoutée. On a des compétences en matière aéronautique avec Dassault, qui est un des meilleurs constructeurs aéronautiques au monde, pour ne pas dire certainement le meilleur, parce qu'ils n'ont pas le budget des Américains. Et malgré ça, on arrive à faire un avion du niveau du Rafale tout seul. Donc, on peut clairement être fier. Alors le but, c'est pas de faire un plaidoyer, dire cocorico, on est les meilleurs, c'est pas le but du poste. Mais de dire que cet avion est quand même assez fantastique, et il va continuer à voler encore longtemps sous les cocardes françaises, parce que c'est un avion qui a un potentiel d'évolution qui est encore important. Même s'il n'a pas la furtivité, on peut la compenser avec des armes furtives. On a vu que le Scalp, c'est un missile furtif. On peut très bien envisager des armes qui permettent de tirer à distance de sécurité, et avoir un avion furtif qui coûte extrêmement cher, c'est peut-être pas forcément nécessaire. Voilà. Donc on a un très bon avion. Au niveau export, c'est quand même un avion qui sort du lot aujourd'hui, qui est abouti, qui est fini, contrairement à certains de ses concurrents. Et c'est surtout un avion qui a la capacité de faire toutes les missions qu'on pourrait lui demander. Alors pour répondre à la question du départ, le Rafale est-il le meilleur avion de combat au monde? Tout dépend de quel point de vue on se place. Si on se place du point de vue de la polyvalence, de la maîtrise des coûts, clairement oui. Mon avis, c'est que le Rafale est le meilleur avion de combat au monde actuellement disponible. Mais dans certaines conditions, le Rafale n'est pas forcément le meilleur avion au monde. On l'a vu, ça n'est pas un avion qui est équipé de la furtivité. Le Typhoon est un peu meilleur que lui sur certains plans. Donc tout dépend, comme je disais, sur quel plan on se place. De manière globale, oui, c'est un très très bon avion. C'est certainement le meilleur au monde dès l'instant où on demande de la polyvalence. Maintenant, ponctuellement, le Rafale est quand même dépassé par d'autres avions sur certains critères. On ne peut pas faire un avion parfait. Déjà, dans le principe, le Rafale est un avion dont on recherchait la polyvalence. Donc, dès l'instant où on veut de la polyvalence, on est bien obligé de faire des concessions dans certains domaines. On ne peut pas être le meilleur partout. Mais il faut reconnaître que Dassault a quand même très très bien réussi son équation là-dessus. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous la trouverez suffisamment complète. Alors c'est difficile de pouvoir parler de tout dans une vidéo, on est bien obligé de faire des choix dans ce que l'on veut dire.
Mais j'espère surtout que vous aurez appris des choses. Je vous dis à très bientôt.